La discrimination raciale, c'est un sujet complexe, chargé d'émotions. Mais comment est-ce qu'un économiste aborde cette question? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble le travail de Lang et Spitzer pour comprendre justement comment les économistes essayent de mettre des chiffres sur ce qu'on ne voit pas toujours et de prouver ce qui est parfois difficile à démontrer. Alors, partons d'un chiffre. Un chiffre qui frappe. En 2010, aux États-Unis, les hommes noirs gagnaient en moyenne 31 de moins par année que les hommes blancs. 31 C'est un écart majeur qui, forcément, nous pousse à nous poser des questions. Et c'est là qu'on arrive au cœur du défi que les auteurs veulent relever. Est-ce que ce 31 est la preuve irréfutable de la discrimination, ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme des différences dans les niveaux d'éducation, les choix de carrière, l'expérience? L'objectif de leur recherche, c'est de passer de la simple observation d'un écart à la preuve qu'une partie de cet écart est bel et bien causée par la discrimination. Et ça, c'est pas simple. Pour y voir plus clair, voici le plan de match. D'abord, on va définir le problème. Ensuite, on va regarder les deux grandes théories que les économistes utilisent. Après, on va voir comment ils font pour trouver des preuves concrètes. On regardera les résultats importants. Et on terminera avec la thèse principale de l'article, l'idée d'un cercle vicieux. Donc, la motivation des auteurs, elle est là. Ce n'est pas juste de documenter une fois de plus qu'il y a des écarts de revenus, ça on le sait. Non, ce qu'ils veulent, c'est développer une méthode rigoureuse pour identifier la part de ces écarts qui est directement attribuable à la discrimination. Parce que, au fond, c'est ça le nœud du problème. Montrer une différence de salaire, c'est la partie facile. Mais isoler la discrimination comme cause de cette différence, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. L'hypothèse à l'article, c'est qu'avec les bons outils, on peut y arriver. C'est un peu un travail de détective économique. Pour analyser un problème aussi complexe, les économistes ont besoin de modèles. Ils en utilisent principalement deux pour penser la discrimination. Et c'est important de le dire, ces théories ne sont pas là pour justifier le comportement, mais bien pour le décortiquer, le modéliser et ultimement le comprendre. Alors, on a d'un côté la discrimination basée sur les goûts. Ça, c'est le préjugé pur et simple. C'est un employeur qui a une aversion pour un groupe et qui est prêt à payer de sa poche pour l'éviter. De l'autre côté, on a la discrimination statistique. Là, c'est pas une question d'aversion, c'est une question de calcul, basée sur des moyennes de groupe, souvent quand l'information sur un individu est limitée. Deux mécanismes très différents. Pour la discrimination basée sur les goûts, l'idée vient de l'économiste Gary Becker. C'est l'idée qu'un employeur a un goût pour ne pas côtoyer des gens d'un certain groupe. Il serait donc prêt, par exemple, à payer un travailleur blanc plus cher qu'un travailleur noir qui est tout aussi productif. Économiquement, c'est irrationnel, ça diminue ses profits. En théorie, dans un marché purement compétitif, ce genre d'entreprise devrait disparaître. La discrimination statistique, elle, est basée non pas sur l'émotion, mais sur l'information, ou plutôt le manque d'information. L'article utilise une bonne analogie, les médecins qui recommandent une mammographie aux femmes et pas aux hommes. Ce n'est pas du sexisme, c'est basé sur une probabilité statistique de groupe. Appliqué à l'emploi, un employeur qui n'a pas beaucoup d'infos sur un candidat pourrait utiliser la moyenne de son groupe pour estimer sa productivité. Bon, les théories, c'est une chose, mais comment on les teste dans la vraie vie? Comment on fait pour prouver que ça existe? C'est là que ça devient fascinant. Les économistes ont développé des méthodes vraiment ingénieuses pour essayer de capturer et de mesurer la discrimination. Il y a trois grandes approches. Les études d'audit, où on envoie des gens formés, des paires de candidats quasi identiques, sauf pour leur race, postuler à des jobs. Les études par correspondance, encore plus directes, on envoie des CV identiques et on change juste le nom pour qu'ils sonnent blanc ou noir. Et enfin, il y a les expériences naturelles, où les chercheurs trouvent des situations dans la vie de tous les jours qui agissent comme une expérience. Par exemple, quand la police ne peut pas voir la couleur de peau d'un conducteur la nuit. Et les résultats de ces études sont frappants. Ceci vient d'une étude par correspondance très célèbre. Les CV étaient les mêmes, les qualifications étaient les mêmes, seul le nom changeait. Le résultat, un nom à consonance blanche, avait presque 50 % plus de chances d'être rappelé pour une entrevue. C'est une preuve empirique très, très solide. Alors, quand on met bout à bout toutes ces recherches, qu'est-ce qu'on apprend? On voit que les preuves de discrimination sont particulièrement fortes dans deux domaines clés de la société. Le marché du travail, bien sûr, mais aussi le système de justice pénale. Sur le marché du travail, les études et en particulier les expériences de CV montrent que la discrimination vient très souvent de l'employeur et ce dès la première étape, celle de l'embauche. C'est là que les preuves sont les plus accablantes. Il peut aussi y en avoir de la part des collègues ou des clients, mais c'est souvent plus difficile à mesurer. Dans le système de justice, c'est un peu le même constat. Les données montrent des disparités à chaque étape. Les conducteurs noirs se font arrêter plus souvent. Quand ils sont arrêtés, la police semble avoir un seuil de suspicion plus bas pour décider de les fouiller. Et plus loin dans le processus, ils ont plus de chances de se voir imposer une caution. Et ce, même quand on ajuste pour la nature du crime et plein d'autres variables.
Et voici un résultat qui semble totalement contre-intuitif, mais qui illustre parfaitement la discrimination statistique. Des politiques appelées ban the box ont été mises en place pour interdire aux employeurs de demander les antécédents judiciaires au début du processus. L'intention était d'aider les ex-détenus, mais l'effet pervers, ça a été que les employeurs, ne pouvant plus vérifier, se sont fiés à leurs stéréotypes. Résultat, les rappels pour les hommes noirs, même sans casier, ont diminué. Et tout ça nous amène à la thèse centrale des auteurs. Après avoir montré les preuves, ils argumentent que la discrimination n'est pas juste une série d'actes individuels. C'est un système qui s'entretient tout seul. Voici comment la boucle fonctionne. La discrimination dans le système de justice crée des obstacles sur le marché du travail. Des perspectives d'emploi plus faibles peuvent rendre la criminalité plus probable, ce qui vient ensuite renforcer les statistiques et les stéréotypes qui alimentent la discrimination statistique, autant par la police que par les employeurs. Et la boucle est bouclée. Chaque élément du système renforce les autres. L'implication de cette thèse, elle est majeure. Ça suggère que des politiques qui ciblent juste un petit bout du problème, un seul maillon de la chaîne, risquent de ne pas être très efficaces. La question que ça nous force à nous poser, c'est si c'est un système, comment est-ce qu'on le brise? Par où commencer pour vraiment changer les choses? C'est la grande question que cette analyse nous laisse en tête.